Et on va parler de choses fort intéressantes comme ce dont on parle depuis le début de la journée, en fait, entre nous. On court après... Elle est très populaire, Danielle Bombardier, ce soir, parce qu'elle a entre les mains toute une collection de choses qu'on aime beaucoup, Tintin. Hein? Êtes-vous tintinologue, tintinotate? Comment ça s'appelle? Comment elle disait ça? Tintinophile. Toi, Dominique, tu as dû lire ça comme tout le monde. Je l'ai été plus jeune. Je devrais m'y remettre. J'aimais beaucoup ça parce que ça me faisait voyager, mais j'étais toujours très frustrée. Il n'y avait pas de filles, alors je me prenais pour Milou. Je vais prendre le rôle de Milou. Il va partout, Milou. Il y avait un beau rôle au début, en plus. Guy. Oui, j'en ai lu beaucoup. Pas la totalité quand j'ai regardé la liste. Peut-être un peu plus de la moitié. Mais ce que je revois comme adulte, c'est les situations politiques et sociales qu'il y a là-dedans. C'est rempli de toutes sortes de symboles. Et c'est très, très intéressant. En tout cas, tu as une bonne occasion pour t'y remettre. Tu fais croire que c'est pour les faire connaître à tes enfants. Puis tu les relis. La belle excuse. Toi, Yves, qu'est-ce que tu regardais? Le côté planétaire, je suppose, encore? Oui, parce que j'en ai parlé, mais j'étais un peu parti, tintinolâtre à l'époque, oui? quand j'étais très jeune, mais je suis resté tintinophile parce que ça me rappelle de très bons souvenirs et j'arrive à les faire lire maintenant à mes enfants. Mais t'es pas un qui m'a marqué tintinologue. le plus, c'est on a marché sur la Lune, et d'autant plus qu'à l'époque où Armstrong et les autres sont allés, là, j'ai revu toutes les péripéties qui avaient été décrites dans le livre. C'est assez extraordinaire. Il y a beaucoup de véracité là-dedans. Bien, on aimerait beaucoup ça entendre la suite demain. Stéphane, toi, bien évidemment, c'est encore ton livre de chevet. C'est évident, c'est encore tes livres de chevet. Non, ça fait quand même une dizaine d'années là, que je les ai abandonnés. Et Tempus Fugit, hein? Oui. Non, mais c'est intéressant parce que moi, c'est toujours des personnages secondaires que j'aimais. Oui. C'est les personnages secondaires de Tintin que j'aimais beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé Séraphin Lampion pour une raison qui m'échappe. Oui. Vendeur de ça. Moi, je suis pas là, c'est la question. Toi, Daniel, toi, tu les lis encore. C'est une passion, c'est encore mes albums de chevet. Il faut dire que peut-être quand on était jeune, ils avaient un petit peu au compte-gouttes. Oui, bien sûr. Et moi, mon plus grand plaisir, c'est d'en avoir mis un de côté pendant peut-être quelques années, de le retrouver. Alors là, reviennent tous les souvenirs et le plaisir que j'ai eu quand j'étais petite à lire ça. Alors, je vais vous en parler ce soir, avec passion parce que je suis tintinologue ce soir. D'office. Alors, vous voyez qu'on va faire durer le plaisir. Il y a une petite pause, le temps d'aller vous chercher toutes ces petites choses, comme disait Dupuis. Comment il s'appelait? Pour petits pilotes? Non, Dupuis, là. En tout cas. Et puis de revenir écouter Daniel nous raconter tout ça. On va avoir des images, des suggestions. Ça va être une belle émission après la pause. Bon, alors, éternel adolescent, reporter de métier, houppette vaguée, ou petite houppette, comme on disait nous autres, imberbe, toujours, en culotte de golf. Ça a changé d'ailleurs, Stéphane nous a fait remarquer qu'il y a eu des culottes longues à un moment donné. Mais tard. Très tard. Se déplace jamais sans son chien, évidemment, Milou, vous avez reconnu Tintin. 48 langues, publié en 48 langues, il y a eu 22 titres, je pense, on regardait ça tout à l'heure, 144 millions de ventes. Évidemment, tous les souvenirs dont on parle. Daniel est donc revenu à ses amours pour nous parler de Tintin. Ça donne mieux, on en reparlera tout à l'heure, il y a des expositions à Montréal. Oui, absolument. Alors, Tintin, oui, j'ai ici, parce que 48 langues, c'est en Allemagne, Tim, en Grèce, Tintin, en Chine, devinez, Ding Ding, au Japon, Tantan. Où est-ce qu'il s'appelle Rintintin? Ça, c'est dans une autre série. Dans un autre monde. Écoutez, mais il y a 62, pareil. Il y a 62 ans, c'est ça. Je me suis payé le plaisir de vous en parler en prenant pour prétexte la réédition d'un très bel album qui s'appelle Le Monde d'Hergé, publié chez Casterman, de Benoît Peters. C'est de la bibliothèque de Moulinsart. De Moulinsart, oui, c'est ça, publié chez Casterman. C'est un livre extraordinaire où j'ai appris des tas de choses sur Tintin. Je ne sais par où commencer, j'ai tellement de choses à vous dire. D'abord, peut-être parler du père de Tintin, qui était Georges Rémy, et qui s'est servi évidemment des lettres de ses initiales RG, pour faire son nom RG. Alors, il est né le 22 mai 1907, mort en 1983. Il a fait sa première bande dessinée en 1926, alors il s'occupait beaucoup des Boy Scouts. Ça s'appelait Totor, chef de patrouille des hannetons. Alors, il préfigurait déjà Tintin. Il n'y avait pas la petite houppe. Il y avait la tête d'œuf. Hein? Il y avait la petite tête d'œuf, c'est ça, exactement. En 1925, il entre dans un quotidien qui s'appelle Le 20e siècle, un quotidien très clérical et très nationaliste. Très belge à l'époque. Et en 1929, Tintin, au pays des Soviets, paraît. C'est une espèce de commande pour dénoncer le bolchevisme, tout ça. D'ailleurs, il s'est inspiré d'un livre de série, Z, Moscou sans voile, où les pires clichés qui sont rabâchés là-dedans. Et le pire exemple de la terreur du bolchevisme, c'est de dire qu'il mettait les garçons et les filles dans les mêmes écoles. Alors, Tintin est né à partir de ce moment-là.
Deuxième aventure, Tintin au Congo, parce qu'évidemment, le Congo était belge. Congo belge, oui. Alors là, le directeur du 20e, qui est un prêtre à la poigne de fer et donc très nationaliste, après avoir éreinté le bolchevisme, là, il voulait faire l'apologie de l'immense colonie belge. Et Tintin, Hergé, quel lapsus, s'est amendé par la suite parce que, bon, l'accusé d'être raciste, d'être bon. Et il dit que, bon, il a fait amende honorable. Il dit qu'à l'époque, pour nous, les Noirs, c'était de grands enfants et heureusement que les Blancs étaient là pour s'en occuper. Et c'est évidemment la philosophie qui ressort de Tintin au Congo. Ensuite, Tintin a pris son envol et là, il s'est mis à inventer les histoires. Alors, bon, c'est Tintin en Amérique, ça, c'était son rêve, Hergé. Ah. Alors, il nous bouscule. Donc, Hergé, c'est un peu lui dans Tintin. Il y a un peu de ça. Oui, oui, bien sûr. Et là, il nous parle d'Al Capone, des Indiens, des cow-boys, de tout, parce que c'est comme une espèce de tourisme. Mais ça donne un rythme à l'album qui en fait sa qualité. Ensuite, les cigares du pharaon, ou les Dupont apparaissent, mais ils s'appellent à ce moment-là X33 et X33 bis. Ah, c'est les grands-pères de X13. C'est ça. Vient ensuite un album qui a fait histoire, qui est le Lotus Bleu. Parce que jusque-là, c'est-tu extraordinaire? Celui-là, je l'aime beaucoup, moi. Jusque-là, Hergé ne faisait que rabâcher des clichés parce qu'il n'avait pas vraiment voyagé, parce qu'il n'était pas vraiment renseigné. Quand il a écrit le Lotus Bleu, il y a un autre prêtre, parce que la Belgique était très cléricale à l'époque, qui lui a fait connaître un jeune Chinois qui étudiait en Belgique, qui s'appelait Chang Chong-jen, et qui l'a renseigné sur l'histoire, la géographie, la littérature, la philosophie, la langue. Et ça a été un choc pour Hergé qui dit que les jaunes ou les noirs, c'était des clichés quand même pour lui. Il ne savait pas, enfin, il ne connaissait rien de la Chine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à se documenter, à s'intéresser aux gens et aux pays dans lesquels il envoyait Tintin. C'est le plus engagé de tous les albums de Tintin. Ça se passe en pleine guerre sino-japonaise. Ça va intéresser Guy. Il a adopté la cause chinoise contre les Japonais et qui était alors encensé par la presse occidentale. Il a dénoncé le rôle des Occidentaux qui étaient dans la concession internationale. Il a dit qu'ils étaient corrompus jusqu'à là. En fait, c'est ce qu'il nous a montré. Et évidemment, Cheng a un grand rôle là-dedans, puis on le retrouvera plus tard dans Tintin au Tibet, dont moi je me souviens avec plaisir, et qui est un livre qu'Hergé a écrit alors qu'il était un peu comme en dépression. Il faisait des cauchemars, des rêves où tout était blanc. Et il a ramené cet ami qui a un rôle capital dans Tintin au Tibet, qui se perd et qui est sauvé par le Yéti. En fait, c'est un très, très bel album. Le Yéti, oui, ça, c'est pas oubliable. C'est pas oubliable, c'est ça. Ensuite, bon, des titres, on en donne, tout le monde, l'oreille cassée, le sceptre d'Ottokar, où Bianca Castafiore entre en scène, le crabe aux pinces d'or, l'apparition du capitaine Haddock, mais qui est un ivrogne invétéré, pas fiable, qui devient une brute dangereuse quand il boit. Et que Bianca appelle de 22 noms et demi. Ah oui, je les ai, j'en ai quelques-uns ici. Elle ne l'appelle jamais Haddock. Elle l'appelle Paddock, Kodak, Bardock, Bartok, Carbok, Carnac, Balzac, Kodak, Shaddock, Paddock, mais jamais. Et elle daigne l'appeler un jour pour lui faire plaisir, Marinier Capstock. Ensuite de ça, l'affaire Tournesol, Coke en stock, Tintin au Tibet, bon, j'en ai parlé, qui est un album à part, Les bijoux de la Castafiore. Là, j'arrive presque à la fin. Le vol 714 pour Sydney. J'ai pas lu, je devrais lire celui-là. Il s'est inspiré de l'histoire de Marcel Dassault. Alors, Tintin, qui est Tintin? Pourquoi Tintin a cet impact-là et continue de l'avoir et ne vieillit pas? On dit que c'est parce que Tintin, il a beau être intelligent, rusé, astucieux, quasi invincible, c'est une abstraction, c'est une espèce de coque vide dans laquelle on peut tout mettre. Son nom ne signifie rien, sa petite face ronde, des poings, des yeux, la bouche. Il n'y a pas de parents. Il y a sa petite houppe, il n'y a pas de parents. Il est reporter, mais il n'exerce pas son métier, sauf au tout début. Il n'y a pas d'âge, tantôt. On le voit seulement une fois dans son appartement aussi. Oui, comme disait Dominique, il n'y a pas d'amis non plus. Il n'y a pas de blonde. Non, il y a le capitaine Haddock plus tard, mais il n'y a pas de sexe non plus, justement. Oui, il est très sérieux. Avec Bianca, c'est pas dit, hein? Ben, c'est plutôt le capitaine Trifon Tournesol qui est amoureux de Bianca. Ça, c'est loin. Alors voilà, c'est ça vraiment la réussite. Chacun s'y reconnaît. À tel point que quand ils ont fait les Oranges Bleues, le film au cinéma, il y a un jeune Africain qui a envoyé sa photo
surtout, il trouvait qu'il était tout à fait désigné pour être le héros de Tintin. Parce que... Il se retrouvait là-dedans. Il se retrouvait là-dedans. C'est l'adolescent enfant qu'on reste, même à 62 ans. Il y a Milou, évidemment, qu'au début avait un rôle très, très important, qui avait de longues conversations avec Tintin, qui était de tout. Mais ensuite, quand le capitaine Haddock est arrivé, c'est Haddock qui a pris la relève auprès de Tintin et qui est venu comme Milou rendre à Tintin un rôle un petit peu moins sage, parce qu'à cause du whisky, à cause parce que Haddock, il faut parler d'Haddock quand même, et de son langage qui le caractérise. Ici, j'ai un livre de Numa Sadul, des entretiens avec Hergé. Et là-dedans, il recense 221 insultes du capitaine Haddock. Là, il y a des cols pour Stéphane, mais ça ne se peut plus. Il faut arrêter. Ça me fait signe là-bas qu'il faut arrêter absolument. Il faut dire qu'il y a 3 expositions. Espèce de concentré de moule à gaufre. Eh bien, il y a 3 expositions qui se déroulent actuellement dans les maisons de la culture de la ville de Montréal. La Petite Patrie, c'est l'univers d'Hergé, Notre-Dame-de-Grâce, l'univers de Tintin, Marie-Huguet, l'univers de Moulinsart, Tintin. Et si vous voulez des informations... Analphabète diplômé. Végétarien. 7-2-6-2-1-1. On vous incite à aller voir ça. Il y a même un livre, Tintin, sur le psychanalyste qui a été publié. Alors, informez-vous, tout ça. Et tais-toi. La Passion, une autre...